Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, la décision est tombée. Après avoir été repoussé de Mexico à juste avant Abu Dhabi, Red Bull a fait son choix. Lindblad et Lawson seront chez Racing Bulls l'an prochain. Tsunoda perd son siège, on va y venir. Mais avant, évidemment, surtout, Isack Hadjar est le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Déjà, c'est fou de se dire qu'il y a 5 ans, il était en F4 France et depuis, il s'est fait repérer en Freca avec un dépassement de roue dans l'herbe en Espagne et une victoire à Monaco. Il est entré dans le giron Red Bull. Il a passé des années parfois un peu galères où des choses ont tourné contre lui en Formule 2 et en Formule 3. Il est arrivé en Formule 1 à un bon timing. Il a prouvé sa valeur dès la première saison où il a été jusqu'à chercher un podium. Il a montré qu'il avait la vitesse et le caractère nécessaires. Et là, voilà, ça y est, il a atteint le bout, quasiment le bout de la chaîne Red Bull qui est de monter dans l'équipe mère. Donc franchement, c'est dingue. Maintenant, c'est vrai qu'il suffit de regarder les réactions à cette annonce de transfert pour comprendre que cette promotion, elle fait peur à beaucoup de monde et elle peut apparaître comme un cadeau empoisonné. Évidemment, je comprends pourquoi, parce que déjà, il faut affronter Max Verstappen, l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, qui est en plus au sommet de son art, dans son équipe, dans sa voiture, dans son garage. En vérité, c'est un défi que personne n'a jamais relevé. Ricciardo a eu de bons passages, mais Max était beaucoup plus jeune, il n'avait pas encore l'expérience ou façonné l'équipe à sa manière. Et puis à la fin, c'est Max qui a gagné et c'est Daniel qui est parti. Donc en fait, personne n'a jamais réussi la tâche de vraiment affronter Max sur son terrain. Et surtout, on le sait, ce siège du numéro 2, c'est un peu une guillotine à pilote, puisque Gasly, Albon, Perez, Lawson, Tsunoda, dès l'instant où on y met les fesses, on devient un peu un pilote à part. On ne peut plus vraiment exprimer ses qualités, le style de pilotage, la hiérarchie, les tests que l'on doit faire. Voilà, ça, on le décrit dans chaque dépris depuis 3, 4 ou 5 ans. Et en tout cas, ça a été une mission impossible ou quasi impossible pour ceux qui ont essayé depuis 2019. Aussi, Isack est jeune et il n'a qu'une saison d'expérience, ça a été très vite pour lui, la promotion peut être considérée comme rapide et on se rappelle qu'à une époque, Franz Tost, l'ancien patron de Racing Bulls, parlait de 3 saisons pour qu'un pilote soit vraiment prêt. Donc forcément, il y a un risque de se brûler les ailes et on peut aussi se demander si Isack aura la patience, la maturité, l'expérience pour encaisser les coups et les phases difficiles qui normalement vont avec ce siège. Et puis, même si personne ne sait ce qui va se passer en 2026 et encore moins sur les 5 prochaines années, c'est vrai que Red Bull va devoir relever de sacrés défis à l'avenir. Le nouveau moteur avec Ford, réussir la transition 2026 tout en ayant dépensé beaucoup de ressources sur la fin de saison 2025. C'est vrai que peut avoir des zones d'inquiétude, en tout cas à minima d'incertitude, pas que pour Red Bull, mais peut-être un peu plus pour Red Bull que pour d'autres. Et ce qui est sûr, c'est que le statut de top team, il n'est pas garanti. Donc on se dit qu'Isack monte dans une grande équipe, mais ça se trouve dans 4 mois sur la piste en Australie, ce n'est pas le cas. Bref, ok, je voulais commencer par là parce que oui, toutes ces raisons sont valides, certains points sont même un peu inquiétants, notamment quand on regarde l'historique, mais l'avis que je vais défendre aujourd'hui, c'est que cette promotion, il y a plus de positifs que de négatifs dedans, largement. Ce n'est pas la catastrophe ou la mauvaise nouvelle que tout le monde annonce, que ce soit quand vous en parlez à des gens ou que vous lisez les choses sur les réseaux sociaux. Bref, je pense au contraire que c'est plutôt une bonne chose, qu'il y a de l'espoir et j'ai 4 axes pour tenter de vous le prouver. D'abord, axe numéro 1, la promotion est la seule bonne solution. Parce que voilà, même s'il n'était pas le premier fautif, on le sait, Tsunoda était aujourd'hui dans une impasse et le conserver avec tout ce qu'on sait de lui et de sa saison, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Et promouvoir Lawson de nouveau à la place d'Isack, alors qu'il est clairement battu, ça aussi, ça n'aurait pas eu de sens. Donc pour Red Bull, c'est la seule bonne solution et je crois que c'est également le cas pour Isack qui, après une telle première année, s'il avait dû refaire une deuxième saison chez Vcarb, ça aurait été bizarre. On aurait passé l'année à demander sa promotion dans l'équipe 1 parce que c'est lui qui le mérite le plus et qui représente l'avenir, et refaire une saison de plus chez Racing Bulls aurait été vu la concurrence, comme un échec, comme le signe qu'il n'est pas prêt, que Red Bull pense qu'il n'est pas prêt, et je crois qu'Isack lui-même en premier lieu n'aurait pas compris de ne pas monter.
Je crois aussi que ce qu'il apprendrait sur cette deuxième saison dans cette équipe B entre guillemets serait bien moins fort et bien moins précieux que ce qu'il n'a déjà appris et surtout ça ne lui apprendrait pas à devenir un pilote de l'équipe Red Bull. Donc pour moi, il a déjà assez montré dans cette équipe, il a validé la case équipe de jeunes et il va s'attaquer à un job différent. Donc je trouve que dans ce cas précis, la notion de trop tôt, elle n'est pas vraiment ultra pertinente parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose dans la même équipe. Et rester chez Vicarb aurait même, je pense, pu devenir néfaste pour la suite de sa carrière, puisque déjà la fenêtre de promotion aurait pu ne jamais se représenter. Si pour X ou Y raison 2026 se passe mal pour Vicarb et ou pour Isaac, il peut perdre totalement sa dynamique et sa hype, et surtout, ça aurait été dur pour lui d'être une bonne surprise lors de cette deuxième saison chez Racing Bulls, de faire mieux que ce qu'il a fait en 2025, et aussi affronter un rookie, généralement, c'est pas top pour un autre pilote parce que soit tu le bats et tout le monde trouve ça normal, soit il te met un peu en difficulté et c'est un peu du même niveau où tu es un peu battu et à ce moment-là, ça te casse complètement la suite de tes plans. Donc, en l'état actuel des choses, je crois qu'une deuxième année chez Racing Bulls serait vue comme une régression ou à minima comme une stagnation qui représenterait des risques pour la suite. Et puis voilà, c'est aussi le sens de l'histoire auquel Isaac souscrit totalement. Chez Red Bull, t'es jeune, t'es bon, tu montes en F1 dans la petite équipe, tu fais tes preuves, tu surmontes les épreuves et alors tu as une chance d'aller dans l'équipe mère pour avoir une chance peut-être de devenir à ton tour le nouveau numéro 1. Donc voilà, c'est ça le modèle, il faut être là, il faut prendre de la place, il faut s'imposer de l'intérieur, ça sert à rien d'attendre, d'être timide, de dire ah non, c'est pas le bon moment, non. Il faut monter, la seule bonne réponse c'est d'être là et je crois qu'Isaac depuis le début il correspond parfaitement à ce modèle, il a les capacités, il a la mentalité, il a fait tout ce qu'on lui a demandé, donc oui, monter est la seule solution qui a du sens. Deuxième élément, le timing est bon. Et d'ailleurs, ça, non seulement c'est très important, mais je trouve aussi que c'est une constante un peu dans la carrière monoplace d'Isaac. Il est dans une bonne fenêtre et il valide un peu toujours les étapes au bon moment et peut passer à celle du dessus. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de meilleur moment pour arriver chez Red Bull que lors de la saison prochaine, puisque tu vas partir de la même base que Verstappen sur une toute nouvelle voiture avec le nouveau règlement. Les deux pilotes vont découvrir la machine ensemble, vont partir de la même base et vont suivre le même fil du développement. C'est une énorme différence, notamment par rapport à Lawson et Tsunoda qui sont arrivés dans cette équipe du jour au lendemain, dans une voiture déjà largement connue et maîtrisée par Max et l'équipe depuis longtemps. Donc en fait, c'était une voiture qu'il était impossible de comprendre et de prendre en main vu ce train de retard insurmontable, train de retard que n'aura pas du tout Isaac. Et ça change tout. J'en veux pour preuve les résultats de Pérez en début 2022 et début 2023, quand il était au même niveau de connaissance et d'apprentissage de la voiture que Max Verstappen, et avant que la direction ne vire totalement d'un côté du garage, en dépit de ses commentaires qui pourtant étaient complètement bons. Voilà, Pérez au début, il était vraiment bien, au point même où il gagnait des courses devant Verstappen. Et ça fait toute la différence. Et sans être naïf, on peut même espérer que sur ce point, l'équipe change un peu de philosophie. Elle va forcément se reposer sur Max, évidemment c'est absolument logique, mais Isaac fera partie de l'histoire de cette voiture depuis le début et c'est la seule manière d'aussi emporter l'équipe de ton côté, ce que Tsunoda ne pouvait plus du tout faire puisque ce travail aurait été complètement titanesque et inutile. Là, ça a du sens d'aider le deuxième pilote puisqu'il démarre en même temps au même niveau. Et surtout, c'est un jeune en lequel Red Bull croit, ce qui fait beaucoup de différence. Et là, le détruire, non seulement serait mal vu, mais n'aurait aucun sens pour l'équipe en elle-même. Troisième axe, justement, l'équipe est différente, notamment de ce qu'elle a été sur les 5-10 dernières années, depuis finalement que Verstappen est monté. C'est symbolisé forcément par le remplacement d'Horner par Laurent Mekies, et ça s'accompagne d'une remise en question sur beaucoup des méthodes de l'équipe. On le voit depuis cet été, beaucoup de choses, notamment dans l'approche, ont changé chez Red Bull, se basant beaucoup plus sur le feeling et aussi faisant des efforts envers le numéro 2. Ça a été une des plus-values de Mekies dès son arrivée. On se rappelle à Spa qu'il a demandé des changements spécifiques pour Tsunoda. Il est allé vers lui, il a accéléré la construction de certaines pièces, il a plus écouté son ressenti. Il n'y a pas que Mekies dans l'affaire, mais j'ai senti perso sur la deuxième partie de saison une
Petite transition de Red Bull sur le sujet. Je ne suis pas naïf, et c'est peut-être un mot que je vais répéter plusieurs fois dans la vidéo, je sais que Red Bull n'est toujours pas tout à fait, même peut-être pas du tout, une équipe normale à ce sujet-là, mais il y a eu de bons signaux, et encore là, à Vegas, avant la qualif, et au Qatar, Yuki a pu faire des choses, et c'est pour moi la preuve qu'il y a une volonté de l'équipe qui a changé à ce sujet, la preuve aussi. Elle s'est même excusée, Helmut Marko y compris, lorsqu'elle a compromis les week-ends de Yuki. Le contexte a changé en fait, et Mekies n'a pas le management plus froid d'Horner, et aussi il a déjà une relation avec Isaac, outre le fait d'être français, il l'a vu rouler dès ses débuts chez Racing Bulls, il connaît son talent, sa situation, et donc je ne l'imagine pas le délaisser complètement, ça me paraît assez intenable de la part de Mekies, et en plus, vu que 2026 est une révolution non seulement pour la F1, mais aussi beaucoup pour Red Bull, c'est propice à repartir sur un meilleur modèle qui n'écrase pas le numéro 2. D'autant que la promotion d'Adjar est selon moi la première où Red Bull croit vraiment en l'avenir du pilote et où elle veut vraiment lui donner des chances d'y arriver à l'avenir depuis finalement celle de Verstappen. Pour moi, ils n'ont jamais fait les choses bien avec Gasly, c'était le début du modèle tout pour Max. Pierre a clairement essuyé les plâtres, y compris médiatiquement. On ne savait pas ce qui était en train de se passer, l'équipe n'a eu aucune empathie, ne l'a pas aidé. Bref, c'était un vrai gâchis et je crois une situation qui était impossible dès le départ. Ensuite, Albon est monté en premier lieu pour arrêter les frais avec Pierre. On a fait un poil plus attention à lui pour ne pas répéter les mêmes erreurs en boucle, mais entre cette arrivée en cours de saison, un pilote qui n'avait jamais vraiment tapé dans l'œil de l'équipe et qui s'est retrouvé sans siège à la fin de son passage, voilà, ça me fait dire que l'intention et la croyance n'étaient encore une fois pas là. Pérez, lui, était un choix très intéressant puisqu'il était en dehors du giron et que c'était le fait d'assumer totalement le fait qu'on voulait un numéro 2 expérimenté. Et Red Bull n'a jamais vu en lui un futur numéro 1, mais un outil, une valeur sûre, quelque chose qu'elle pouvait utiliser à côté de Verstappen, notamment pour stopper les frais vis-à-vis des jeunes pilotes de l'équipe. Lawson, lui, j'ai le sentiment qu'il a été pris parce qu'il fallait trouver une alternative à Pérez qui était vraiment arrivé complètement en fin de cycle, mais je crois que l'équipe n'avait jamais vu en lui des choses suffisantes. Tsunoda, lui, à son tour, a dû pallier à la catastrophe avec Lawson et sa promotion était aussi une manière d'aller au bout de l'expérience avec lui et c'était finalement à ce moment-là le seul pilote non seulement du giron mais aussi de toute la grille que l'équipe pouvait tester sur ce siège-là. Mais le problème était à ce moment-là tellement gros, tellement profond, tellement impossible à renverser que finalement les promotions de Lawson et Tsunoda, pour moi, elles ont toujours été un peu cyniques dans le sens où l'équipe savait que les envoyer à l'abattoir, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, ils n'allaient pas s'en sortir. Sauf que pour Isaac, là, pour le coup, c'est très très différent. Nouvelle ère, nouvelle voiture, nouveau management et enfin un talent que toute l'équipe valide et avec qui un grand avenir est possible. C'est pour ça que je considère depuis la FRECA qu'Isaac est le futur Verstappen, ou en tout cas qu'il est le seul qui puisse prétendre à ce rôle dans la fenêtre temporelle de Red Bull. Et enfin, quatrième axe, ça rejoint ce point-là qu'on va développer, je crois qu'Isaac Adjar est différent. Tout ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent, et notamment cette saison, sur à la fois ce qu'il fait sur la piste, mais aussi dans son approche, ça me fait dire que, comme depuis le début finalement, il est parfaitement dans le moule Red Bull. Sa pointe de vitesse, elle est incontestable. Ses qualifications en sont vraiment le point d'orgue, le témoignage parfait. Il est énorme dans cet exercice cette saison. Il domine clairement Lawson. Il y a aussi eu évidemment le podium à Zandvoort qui ressort mais qui n'est pas du tout anodin parce que le week-end était vraiment très costaud. Et au-delà de cette unique performance, il a multiplié les gros week-ends, les gros points. Il est aujourd'hui dans le top 10 au milieu de pilotes comme Sainz, Hülkenberg ou Alonso. Voilà. On a compris clairement, c'est extrêmement rapide et il est aussi, ce qui plaît notamment à Helmut Marko depuis la première minute, un pilote super intelligent et déjà très conscient de tout ce qui l'entoure, comme si finalement il avait déjà beaucoup d'expérience. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le petit Prost. Voilà. Très peu de fautes en course, encore moins lorsqu'il combat avec les autres ou dans les premiers tours. Très intelligent sur la gestion de course. Voilà, Isaac réunit vraiment les deux facettes du pilote.
Quant à ses coups de sang ou ses énervements, notamment à la radio, eh bien non seulement il a levé le pied là-dessus depuis qu'il est en Formule 1, je crois que beaucoup de ses énervements des catégories juniors venaient du fait que quand on est en junior, on joue sa vie, peut-être même tous les week-ends, alors que là, avec la promotion, ça lui a donné un petit peu plus de temps. Et surtout, je dirais que ces énervements, ils ont toujours une raison légitime. Ils ne sont jamais gratuits contre l'équipe ou jamais contre-productifs. Ça n'impacte pas négativement ses performances. Sa frustration n'empire jamais sa situation, au contraire même. Et si je pousse le bouchon encore un peu, je dirais que sur ce point aussi, il ressemble énormément à Max Verstappen, qui est quand même le champion de la rage, notamment à la radio, encore aujourd'hui, avec 300 départs et 4 ou 5 titres de champion du monde. Voilà, lui, comme Verstappen, ce sont des pilotes qui ne veulent que le meilleur, qui n'acceptent que l'excellence. Ils ne peuvent pas intégrer autre chose. Donc oui, Isaac colle avec Red Bull, en particulier au-delà de la vitesse sur l'aspect mental, et d'ailleurs ses réactions quant à l'idée de monter chez Red Bull à côté de Verstappen, elles ont été absolument parfaites, pas d'excuses, pas de peur, mais même une envie d'aller affronter l'un des grands sur son terrain, envie de pas se laisser faire, il aura en plus beaucoup de fraîcheur, donc pour moi on peut vraiment pas le comparer aux 5 pilotes qui l'ont précédé dans ce siège, d'autant que plus le temps passe, moins le public est indulgent envers Red Bull qui détruit des pilotes, et ils le seront encore moins l'an prochain car Isaac est un jeune talent et on sait que si ça ne marche pas, ce sera d'abord la faute de l'équipe. Donc pour moi, il peut être ce que Verstappen a été pour Ricciardo ou ce que Ricciardo a été pour Vettel. Je ne dis pas que ça va être le cas car évidemment la tâche est monumentale, mais je dis que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer sur les dernières minutes, il en a la possibilité, et ça, c'est la première fois que ça arrive chez Red Bull depuis 8 ou 9 ans. Encore une fois, je répète que je ne suis pas naïf et que les éléments négatifs évoqués en début de vidéo sont des raisons valables d'étinquer. J'ai moi-même, malgré tout le positif que je viens d'exprimer, une certaine fébrilité quand je pense à l'an prochain, puisque maintenant, Red Bull et sa gestion du numéro 2 a le destin, l'avenir, en tout cas une grande partie de l'avenir d'Isaac Hadjar en main. Et quand on voit les scénarios Tsunoda, Lawson, Gasly, Albon, Perez, voilà, on a peur que ça se reproduise. Cependant, je crois qu'il faut monter et les 4 axes que j'ai donnés me donnent des raisons de croire en le fait que ça puisse marcher. J'espère que ces 4 axes auront trouvé grâce à vos yeux et du coup, j'ai hâte de vous lire là-dessus dans les commentaires. Mais ce n'est pas fini parce qu'ensuite, il y avait 2 places pour 3 noms à prendre en Formule 1. Mais en réalité, je crois que Lindblad était destiné à prendre un de ces sièges un petit peu quoi qu'il arrive. Donc finalement, le suspense n'était que entre Lawson et Tsunoda. Pour Lindblad, forcément, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu tôt. 18 ans, seulement une saison en Formule 3, puis une saison en Formule 2. Peu de résultats dans ces catégories, peu de performances vraiment convaincantes. Je dirais que c'est l'une des promotions obtenues avec le CV le moins fourni depuis un moment, vraiment clairement. Et il y a forcément un risque qu'il soit trop frêle, qu'il répète certaines des erreurs faites par Antonelli, dont finalement le cas est assez similaire parce que comme lui, il arrive en F1 de manière un petit peu accélérée parce qu'une place est disponible, plus que parce qu'il a prouvé dans les catégories juniors ne laisse penser. Le talent de base est connu, les faits en catégorie junior sont pas vraiment prouvés, mais c'est pas grave, il y a une place, il faut le tester. Voilà pourquoi Lindblad a été pris. Malgré tout, je crois quand même que ce choix, il est ultra logique. Déjà, car la F2 ne dit pas forcément grand-chose d'un pilote. En témoignent Berman et Antonelli l'an passé, et il suffit de regarder tous les week-ends pour comprendre que lui faire une deuxième saison n'apporterait pas forcément de réponse sur ses capacités. Non, ce qui compte, c'est qu'il rentre dans le modèle Red Bull, comme Hadjar avant lui. Il est bon, on l'a validé en interne, il y a une place, il monte, et jusqu'à ce qu'il se foire, on verra s'il peut monter encore plus haut. Et puis comme Isaac aussi, 2026 avec les nouvelles voitures, c'est finalement un moment assez idéal pour faire monter un rookie puisqu'il va partir de la même base que tout le monde. Il n'aura pas d'expérience à faire valoir pour s'en sortir un petit peu mieux. On sait que dans ce genre de cas, les pilotes qui s'y connaissent bien peuvent faire la différence, mais au moins, il n'aura pas un train de retard sur les autres. Et puis voilà, surtout, le point le plus important, c'est que Racing Bulls, c'est une équipe faite pour tester les futurs jeunes de Red Bull et donc de facto, sa présence dans l'équipe a beaucoup plus de légitimité que celle de Tsunoda et ou de Lawson puisque ces deux pilotes en lesquels Red Bull ne croit pas forcément ou en tout cas qui ne remonteront jamais chez Red Bull. Donc oui,
évidemment que un des sièges allait être utilisé pour le prochain jeune en ligne, c'est-à-dire Lindblad, qui est bon et en lequel l'équipe croit. Son niveau plancher et son niveau plafond sont encore à découvrir et son plafond peut être très très haut car Lindblad, certes, en F2, en F3, il n'a pas forcément tapé dans l'œil, même si c'est pas tout mal non plus en Formule 2. C'est un talent qu'on connaît depuis quelques années si on s'intéresse aux catégories juniors, notamment avant la Formule 3. Donc voilà pourquoi je pense que cette promotion, au-delà d'être logique, est finalement un bon choix parce que malgré les réserves, voilà, c'est normal pour Red Bull de faire monter un tel pilote. Il faudra cependant qu'il ne soit pas trop brut. On sait que dans le contexte de Red Bull, cela peut vite mal tourner. Mais voilà, le plan est clair. Red Bull a vu quelque chose en lui, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous et moi y compris. Ils ont l'occasion de le tester dans l'équipe B. Ils le font. Maintenant, c'est à lui de jouer pour voir si vraiment il a ce qu'il faut. Et au passage, ça reste toujours génial de découvrir un nouveau rookie, un nouveau jeune, ça va apporter encore un truc en plus, peut-être que c'est lui qui dans les prochaines années va animer le haut de la grille en Formule 1, je crois qu'il a vraiment un gros talent, et en plus il est très jeune, c'est vraiment 18 ans comme Antonelli cette année, voilà, c'est passionnant de voir ce genre de jeune arriver. Certains auraient aimé voir Iwasa à sa place, qui vient d'ailleurs de gagner la Super Formula et qui évidemment est à l'instant T un pilote bien plus expérimenté, bien plus solide, qui a montré plus de choses, qui aussi connaît bien les simulateurs, les séances d'essai, etc. Évidemment, maintenant voilà, Iwasa, il a 24 ans et il n'a jamais transmis ce petit truc en plus, que ce soit à Red Bull, ni au paddock, aux observateurs de la Formule 1. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne passe pas le cut, c'est cette question de croyance, on ne voit pas en lui un pilote qui pourrait à l'avenir faire quelque chose. Est-ce que c'est injuste ou pas? J'ai pas assez de data précise pour le dire, je pense que cependant c'est assez tristement logique, même si voilà, clairement ses accomplissements font de lui un pilote qui aurait pu être testé en Formule 1. Après, c'était donc un duel entre Tsunoda et Lawson pour être viré ou rester chez Racing Bulls et le choix n'était pas évident. Je dirais même que je me suis pas mal creusé la tête et pour moi, il n'y avait pas d'excellent choix, peu importe lequel tu gardais. Et oui, parce que ce sont deux pilotes en lesquels Red Bull ne croit absolument plus. Ils ont été testés dans l'équipe A et ils n'y retourneront pas. Voilà, au final, Tsunoda, lui, n'est plus, mais Lawson, il n'a obtenu qu'un sursis. En 2026, il devra prouver qu'il mérite de rester en Formule 1 et aussi, je pense qu'il devra montrer aux autres équipes qu'elles feraient bien de s'intéresser à lui parce que finalement, son avenir ne se fera vraisemblablement plus dans le giron Red Bull, sauf cataclysme. Donc finalement, Tsunoda n'est plus et voilà, Lawson n'est peut-être bientôt plus. Forcément, c'est triste pour Yuki Tsunoda qui referme un beau chapitre de 5 saisons en Formule 1 avec quelques performances qui resteront en mémoire. Personnellement, celle que je retiens le premier, c'est sa toute première finalement à Bahreïn où il avait choqué tout le monde. Sa pointe de vitesse, elle est très claire. On sait que c'est un pilote qui peut être très rapide. Cependant, il n'a jamais vraiment réussi à montrer, notamment dans ces saisons où pourtant il a eu du temps chez Racing Bulls. Il n'a pas montré la régularité, la fermeté et la constance pour convaincre tout le monde, pour asseoir sa position et en premier lieu pour plaire aux dirigeants de Red Bull. On sait aussi que la présence d'Honda a été un facteur déterminant quant à sa montée et ses prolongations et du coup à la fin du contrat, on se doutait que ça pouvait mal se passer pour lui, même si c'est pas le seul facteur qui est rentré en ligne de compte. Comme je l'avais dit en mars au moment de sa promotion, monter chez Red Bull cette année, c'était pas une mauvaise nouvelle dans le sens où c'était sa seule chance de rester plus longtemps en Formule 1 et parce que voilà, à un moment donné, si jamais on le testait jamais chez Red Bull, on n'aurait jamais la réponse et s'il avait réussi à révolutionner ce poste de numéro 2, il aurait pu être conservé et pour moi c'était non seulement sa meilleure mais aussi sa seule chance. Maintenant, revenir dans l'équipe B à son âge, avec la certitude qu'il ne remontera pas, c'est vrai que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, même si on sait qu'il aurait été rapide, aurait pu être un bon leader pour l'équipe B. Red Bull ne voit plus d'avenir en lui et c'est tout ce qui compte. Et donc, j'en reviens malheureusement à un point que j'avais développé l'an dernier sur Perez et que j'ai aussi développé au cours de cette saison. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas tenté de voir venir et d'aller draguer une autre équipe avant qu'il ne soit trop tard chez Red Bull. S'il ne l'a pas fait, parce que je ne suis pas dans le secret des négociations avec ses agents, s'il l'a pas fait pour moi, il a gâché une opportunité de faire rebondir sa carrière en dehors de Red Bull, et finalement, ça, c'était sa seule chance de survivre. Le voilà en tout cas maintenant sans volant de titulaire, il devra, depuis maintenant un poste de réserviste, essayer de convaincre une autre équipe que Red Bull qu'il mérite de revenir en Formule 1, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Pour Lawson, c'est vrai que le fait de rester a un petit peu plus de sens parce qu'il est un peu plus jeune, il est moins expérimenté, donc on peut se dire qu'on n'a pas encore tout vu de Liam Lawson. Aussi, ça c'est vrai, et je l'ai toujours dit, son début de carrière en Formule 1, il est largement tronqué puisqu'à chaque fois il a fait 2 piges de remplaçant en cours de saison, ce qui est toujours très compliqué, on le voit notamment avec Colapinto sur les 2 dernières saisons. Et puis quand il a enfin pu démarrer une saison complète, c'était chez Red Bull où il n'a fait que 2 Grands Prix avant d'être rétrogradé. Donc finalement, l'an prochain, en 2026, on pourra considérer que c'est la première vraie saison stable et normale qu'attaque Liam Lawson. Et ça peut changer des choses. Et cette année, il faut aussi dire qu'on l'a vu faire de bonnes choses. Sur les 2 derniers tiers de la saison, il a su faire de belles performances. Donc on a envie de le voir plus longtemps maintenant qu'il a acquis, on va dire, ses meilleures bases. Maintenant, jamais jusqu'ici, même dans son parcours junior, je dirais, il ne m'a fait penser qu'il pouvait être un pilote de tout premier ordre. Là, on le voit, il perd clairement le duel face à Isack Hadjar. Et même depuis qu'il s'est remis en selle, il n'a pas vraiment pété le plafond. Pour l'instant, je trouve qu'il a le profil d'un bon pilote de milieu de grille. Pas forcément beaucoup plus à lui de prouver l'inverse à l'avenir, il a encore une chance de le faire. Aussi, j'ai la conviction que Red Bull ne croit pas vraiment en son potentiel et aussi, je suis certain qu'il ne remontera jamais dans l'équipe sauf cataclysme. Mais voilà, il sera là l'an prochain et on sait que quand on a un volant en main, on a la capacité de prouver sa valeur. Mais maintenant, il est dos au mur. Va falloir faire bien et va falloir faire vite, va falloir faire de grosses perfs, taper Lindblad parce que si jamais il fait pas la différence face à Lindblad, c'est terminé. Va falloir être énorme et va falloir, comme Tsunoda, tenter de trouver ce siège ailleurs pour réussir ce qu'a réussi Carlos Sainz, qui est vraiment le modèle ultime chez les anciens de Red Bull et qui est maintenant la seule voie, je dirais, que peut viser Liam Lawson pour continuer sa carrière au-delà de 2026. Voilà, c'était mes réactions et mes avis suite aux annonces du jour de la part de Red Bull. Et évidemment, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Nul doute que vous aurez également vos propres avis et vos propres arguments. J'ai hâte d'ailleurs de voir les angles que j'aurais pu oublier dans mon analyse. Merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Je vous l'ai dit, un gros mois de décembre nous attend sur la chaîne, donc n'hésitez pas à être là. Et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui aurait bien aimé avoir lui aussi une équipe B pour tester des jeunes, bouger les pilotes d'une équipe à l'autre. Je pense qu'avec Enzo Ferrari, le modèle Red Bull, ça aurait changé de duo tous les 3 ou 4 courses. Bref, voilà, à bientôt. Et n'oubliez pas que ce week-end, il y a un gros rendez-vous qui nous attend.